Bonjour à tous, je suis Christian Huyghe, je suis directeur scientifique agriculture d'INRAE et je suis heureux de vous accueillir, à ce troisième webinaire INRAE ACTA, à l'occasion de la semaine de l'agriculture. Ces webinaires, on les a conçus pour, réfléchir ensemble, à l'agriculture, à imaginer l'agriculture de 2025, non pas en faisant une prospective, mais en faisant quelques éclairages sur, des sujets où les avancées sur les fronts de sciences créent des perspectives nouvelles pour l'innovation et pour, penser autrement l'agriculture. Donc on s'invite, mutuellement à lever, la tête du guidon et à penser loin et à penser aussi, là où il y a des success stories et donc on a cherché à éclairer cela tout au long de ces 3 séquences. Donc, la première a eu lieu lundi et elle portait sur les paysages olfactifs. La deuxième a eu lieu mercredi, elle portait sur le microbiote et nous avons la troisième séquence aujourd'hui, heu, sur les relations homme-animal et après, après ma courte intervention, Jean-Paul prendra le relais, puis, les 2 intervenants interviendront et après la séquence de discussion qui sera animée par, Florence Jacquet qui travaille à la direction scientifique et qui est aussi, directrice scientifique du programme prioritaire de recherche cultiver, protéger autrement. Il y aura une conclusion par, Philippe Mauguin, président, directeur général d'INRAE, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et merci par avance Philippe. Alors sur ce sujet, des relations homme-animal que nous avons, aujourd'hui comme sujet, on dans ce qui bouge beaucoup, c'est les avancées, remarquables qui vous seront présentées en matière d'éthologie, et de cognition animale. Les avancées sont majeures et ces avancées en connaissance, elles se retrouvent aussi dans le cadre réglementaire, comme par exemple le fait que l'animal est reconnu comme être sensible dans le code civil depuis 2015. Ça change un peu la donne pour nous. C'est souvent regardé et parfois, résumé, à l'aune du bien-être animal et de recommandations, et donc une vision un peu réglementaire de l'histoire. C'est parfois aussi regardé, à l'aune du triangle entre, l'animal, l'éleveur et la société. Mais c'est de plus en plus et je pense que c'est ça que, Anne et Xavier vont présenter, de plus en plus à considérer tout au long de la vie de l'animal, mais aussi dans la conception des modes d'élevage, mais aussi dans la conception des bâtiments d'élevage, des lieux de vie de l'animal et toutes les questions autour de l'enrichissement, ce qui est vraiment une approche très nouvelle. Et puis dans ce que l'on cherche à faire dans l'animal, donc comment on l'utilise, mais comment on crée cette relation avec lui. L'animal de plus en plus est regardé comme étant un partenaire de l'humain, mais un partenaire qui travaille et donc qui, dédie une partie de sa force de production, mais aussi une partie de ses émotions à l'humain dans sa relation et puis, vous pouvez, inverser, même la dimension en disant: «Mais tout compte fait, quel est le regard que l'animal jette sur l'humain?» Enfin, vous imaginez ce que le regard que votre chien et votre animal domestique jettent sur vous. Des fois, quand le mien me regarde, ça fait un peu triste, mais bon. Et donc, on a cette évolution complète et pour moi qui est majeure sur la relation, homme-animal et et qui en fait amène à penser autrement l'élevage. C'est ce que nous allons avoir aujourd'hui et donc c'est toutes ces dimensions qui vont être, éclairées dans le dialogue qui est aujourd'hui qui va se nouer entre Anne Aupier de l'Institut, de l'élevage et Xavier Boivin, d'INRAE et je les remercie tous les 2 pour, intervenir et je laisse le soin à Jean-Paul Borde, que je salue, directeur général de l'ACTA, de les présenter et de prendre la main sur la suite de ce webinaire et merci à vous. Merci Christian pour cette introduction donc, du troisième webinaire. Donc je ne reviendrai pas sur le programme que Christian nous présentait. Et donc on va tout de suite donc donner la parole à nos intervenants, mais juste avant de leur donner la parole, je voulais vous donner quelques indications pour interagir avec nous. D'abord évidemment, bienvenue à tous. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. La première chose, c'est que ce webinaire va être enregistré et donc vous aurez le plaisir de le retrouver par la suite, peut-être pas de manière immédiate, mais un petit peu plus tard, pour ceux qui auraient raté un passage ou qui voudraient y revenir, parce que évidemment, ça va être un webinaire très riche et donc il sera très utile de pouvoir y revenir. Nous allons donner la parole donc à nos intervenants et vous pourrez, au fil des présentations,
poser vos questions. Alors, on ne va pas interrompre évidemment les intervenants, on va les laisser présenter le sujet, mais vous pouvez, à l'aide du chat que vous avez en haut à droite, là, poser des questions. Et donc, nous avons aussi dans l'équipe Florence Jacquet, directeur de recherche à l'ENA, qui fera un petit peu la synthèse de toutes ces questions, s'il y en a beaucoup, évidemment, pour pouvoir ensuite les proposer à nos intervenants et vous apporter les réponses que vous souhaitez. Voilà, donc moi je ferai le gardien du temps et puis je vais assurer la liaison entre les interventions. Mais nous allons avoir tout de suite une co-présentation avec Anne Aupier et puis Xavier Boivin. Alors, ce sont deux écologistes. Anne Aupier est écologiste et travaille à l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Xavier Boivin est directeur de recherche à l'INRAE. Et je crois ils auront l'occasion de donner leur pédigré plus précisément qu'ils le feraient. Voilà. Et ils vont tous les deux vous présenter un petit peu aujourd'hui le sujet sous un angle un peu particulier, qui est celui qui est dans le titre de nos webinaires, Imaginons l'agriculture de 2035, et donc quelle est la place des relations humain-animal dans les élevages d'animaux. Alors, je vous laisse la parole. Qui de vous deux commence? Peut-être Anne et Oui, c'est moi. Peut-être un petit mot pour vous présenter l'un et l'autre plus précisément que je ne l'ai fait. Oui, tout à fait. Donc effectivement, merci à Christian et à Jean-Paul d'avoir introduit ce webinaire. Et donc Xavier et moi allons vous faire une présentation ensemble sur les relations humain-animal dans les élevages de demain. Donc tout d'abord, je me présente, si ma diapo veut bien passer. Ah. Petit problème technique. Il ne passe pas. Ok. Ah voilà. Donc Anne Aupier, j'ai un doctorat en éthologie et je suis chef de projet à l'Institut de l'élevage. Je suis spécialisée dans le comportement et le bien-être des herbivores d'élevage, donc ruminants et équidés, et dans les relations homme-animal. Et j'anime au niveau national le réseau des formateurs manipulation, contention des bovins. Bonjour, donc Xavier Boivin, je suis directeur de recherche à INRAE. Je suis aussi éthologiste et j'adore la présentation de Christian Huyghe parce qu'il a parlé de son chien, mais comme vous voyez sur la photographie, elle incarne complètement mon sujet de recherche. L'homme est préoccupé par ces histoires d'hommes et a-t-il conscience ou pas de cet autre regard? Et tout l'intérêt d'un éthologiste, c'est d'essayer de comprendre cet autre regard que l'animal peut avoir sur l'homme. C'est de ça dont on va vous parler tout au cours de cette heure. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités et on va essayer de faire un témoignage sur nos réflexions, sur les rencontres que l'on a faites tout au long de cet exposé. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, Xavier et moi, nous travaillons ensemble dans nos instituts respectifs depuis plus de 20 ans. Donc, on commence à se connaître un petit peu. Et on va vous faire une présentation plutôt sur les herbivores, hein, puisque ce sont nos espèces, nos sujets d'étude. Donc, d'abord, on va voir les éleveurs et les systèmes de demain. Qu'est-ce qu'on attend d'un éleveur dans les systèmes d'élevage de demain? Donc, si on regarde un petit peu les médias, ce que nous disent les médias, on attend un chef d'entreprise, un investisseur, un créateur de richesse et d'emplois dans la filière, mais également un producteur et un commercial, un exportateur, quelqu'un qui a une responsabilité au niveau de l'environnement et au niveau de la durabilité des élevages, mais aussi un geek, puisque en fait, vous allez voir au cours de notre présentation, plus ça va et plus on a des technologies qui sont utilisées en élevage. Et donc, cet éleveur, pour la société, pour les médias, il doit être garant de la sécurité nationale, puisqu'il doit assurer l'autonomie alimentaire pour 70 millions de personnes. Il doit être garant également de la sécurité sanitaire alimentaire et également de la qualité des produits et de la gastronomie. Donc, chose importante, et on le sait puisqu'en ce moment, on avait tous nos restaurants qui étaient fermés, entre autres. Et donc, ça doit être aussi, c'est un paysan qui doit entretenir le paysage, les paysages divers et le paysage vivant via le tourisme, le patrimoine et la biodiversité. Alors,
qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un éleveur? En fait, dans la tête de l'éleveur, il y a beaucoup de choses et il y a entre autres un équilibre entre ses aspirations personnelles et les contraintes liées à l'élevage. Donc il va penser, quand on parle de bien-être animal, il va penser à la réglementation, il va penser au contrôle, il va penser également aux subventions, il va penser donc à des thèmes qui sont d'actualité que sont le bien-être animal et l'environnement. Il va penser à ses 70 heures de travail, à la sécurité alimentaire, à la traçabilité, mais il va penser aussi à des choses qui sont plus des aspirations personnelles. Il va penser à son revenu, il va penser à son isolement social et à ses vacances. Donc c'est un petit peu à la recherche du temps perdu, puisqu'en fait, il va falloir qu'il arrive à organiser tout ça. Donc tout ce qui est mécanisation, capteurs, nouvelle organisation autour des pratiques agroécologiques, de l'enrichissement du milieu, nous amène à nous poser différentes questions auxquelles qu'on va essayer d'aborder au cours de ce webinaire. Quelles pratiques pour demain pour le bien-être de l'homme et de l'animal? Quelles conséquences pour la relation homme-animal? Mais aussi la relation entre l'homme et l'animal, est-elle subie ou est-elle une relation construite? Alors, beaucoup de travaux ont déjà été menés sur les représentations de l'animal et de leur métier par les éleveurs, entre autres par une de mes collègues, Florence Klink, à partir du début des années 2000. Et qu'est-ce qu'on peut considérer? Est-ce que l'animal est plutôt un compagnon de travail, comme on l'a vu au début des années 2006, ou bien une relation professionnelle? Et dans ce cas-là, on parle un peu d'intersubjectivité. Donc l'animal peut être instrumentalisé. Dans ce cas-là, l'éleveur sera plutôt vu comme un chef d'entreprise. L'animal peut être vu comme communicant, et dans ce cas-là, on voit plutôt l'éleveur comme un manager des animaux, ou l'animal peut être affectif, et dans ce cas-là, l'éleveur sera plutôt vu comme un animalier. Donc il y a différentes visions du métier, différents niveaux d'intérêt dans le métier, et différents types de comportements vis-à-vis des animaux d'élevage. Et donc c'est cette diversité qui va entraîner différents types de relations entre les animaux et l'homme. Alors, forcément, cette question interpelle notre vision de la domestication. Je vous ai résumé ici 3 conceptions occidentales, il y en a d'autres, mais la conception, par exemple, de Jean-Pierre Digard sur l'homme a un besoin de dominer la nature. Et donc, on voit bien la relation qui peut s'établir avec l'animal sous cet angle-là. On a aussi une vision plus écologique. C'est une conception qu'il existe une niche écologique humaine et que finalement, lors de la domestication, les animaux d'eux-mêmes ont choisi d'être domestiqués. Très intéressante la vision de Budiansky autour de pourquoi les animaux ont choisi la domestication. Ce n'est pas une question de bien-être animal, mais c'est vraiment une question de dynamique des populations, comme les écologistes nous expliquent. Et puis, il y a aussi la question du contrat domestique, comme expliqué par Raphaël Larère et Catherine Larère, ou d'intersubjectivité, de compréhension mutuelle que Jocelyne Porcher a mis en avant. Et donc, ces questions-là, évidemment, ont tout autre rapport entre l'homme et l'animal. Diapositive suivante. Ce qui est intéressant, c'est qu'en éthologie, en fait, depuis quelques années, on a notre propre définition de la domestication, fondée en fait sur les interactions entre l'homme et l'animal. Et d'abord, un élément qui est très important, c'est que la domestication, souvent on dit les animaux sont domestiqués. Mais en fait, la vision qu'on en a, non, les animaux sont toujours en cours de domestication. La domestication, c'est un processus par lequel une population animale devient adaptée à l'homme et à l'environnement captif, par des changements génétiques de génération en génération et par des événements environnementaux se reproduisant pendant le développement et se reproduisant aussi à chaque génération. Donc on voit bien que ça fait appel à la plasticité en fait des relations homme-animal, plasticité du côté de l'animal et plasticité du côté de l'homme, coadaptation entre les deux. C'est ces 2 dimensions qu'on va expliquer au cours de cet exposé. Maintenant, pour revenir à la relation homme-animal elle-même, en éthologie, il y a une définition aujourd'hui actualisée des relations homme-animal. Elle est fondée sur les relations interindividuelles. C'est-à-dire qu'en fait, 2 individus qui se connaissent interagissent régulièrement l'un avec l'autre. Mais ces individus ne sont pas n'importe qui. Ils sont capables d'évaluation, d'émotion, de mémorisation, d'apprentissage. Énormément de travaux aujourd'hui s'intéressent en fait à ces capacités cognitives des animaux. Et du coup, la relation en fait se voit à travers la perception de chacun des partenaires par l'autre.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois pour les partenaires, ils vont pouvoir prédire l'issue des futures interactions homme-animal, et un observateur extérieur peut aussi appréhender la relation homme-animal en regardant ces interactions entre les deux partenaires. Et ça a des applications fortes en termes de production, en termes de travail, en termes de satisfaction au travail, en termes de sécurité évidemment pour les deux partenaires, en termes de bien-être animal et de santé. Il y a de nombreuses publications sur la question. Ce qui est intéressant dans cette vision des relations homme-animal, c'est de voir que d'un côté, on a un animal qui a des émotions, de l'autre côté, un humain qui a des émotions, et que lorsqu'ils se rencontrent, l'issue des interactions génère des émotions positives ou négatives. Et il est évident qu'on ne peut parler de bonnes relations que si les contacts sont beaucoup plus positifs que négatifs. Diapositive suivante. OK. Et donc tout ça, il faut bien avoir conscience que ça a des impacts extrêmement importants sur des intérêts qui sont pour l'homme et pour l'animal. La réponse de peur induit des réponses physiologiques qui jouent à la fois sur la santé, sur la qualité de la viande, sur la croissance, sur la quantité de lait. En fait, on a multiplié au cours des 30 dernières années les preuves que cette relation homme-animal, elle avait un intérêt non seulement pour l'animal, mais aussi pour l'homme dans ses aspects de production et économique. Diapositive suivante. Et donc, on va voir maintenant différents scénarios pour l'élevage de demain. Différents scénarios qui ont été, entre autres, écrits par la CGAAER pour l'agriculture de 2050. Donc, on a un scénario qui est vu comme plus productiviste, une agriculture plus intensive et compétitive, tout en assurant une gestion durable des ressources. Donc, elle est favorisée par les évolutions scientifiques et techniques. Et on a également un scénario sobriété savante. Dans ce scénario, l'avènement de la société éthique conduit à une activité agricole fondée sur la connaissance et la technologie, mais également respectueuse de l'environnement, diversifiée, ancrée dans les territoires et fortement soutenue socialement. Donc, en fait, on voit qu'on a eu une augmentation de la taille des fermes, un environnement maîtrisé, une prise en compte de la biosécurité, une mécanisation qui s'accroît, l'apparition de capteurs de suivi individuel ou collectif et une économie durable et circulaire. Deux autres scénarios sont ceux du capitalisme environnemental ou agroécologique. C'est en fait la lutte contre le changement climatique qui devient une priorité grâce à la mobilisation des acteurs industriels, financiers et institutionnels pour une nouvelle économie environnementale et sociale portée par le marché. Et on a un autre scénario qui est celui des citoyens des territoires, où de plus en plus de citoyens consommateurs prennent en main leur destin en mettant en place de nouveaux modes de gouvernance et des approches contractuelles intra- et interterritoriaux. Et on voit ici donc qu'on a différents systèmes agroécologiques et entre autres l'agroforesterie qui se redéveloppe. C'était une mesure qui était, enfin, un système d'élevage qui était beaucoup utilisé dans le temps et qui avait complètement disparu et qui se redéveloppe depuis quelques années. Donc mettre les animaux à l'extérieur, mais dans ce cas-là, il faut pouvoir trouver une solution pour faire cohabiter ces animaux d'élevage avec les prédateurs, et entre autres avec le loup. Les capteurs, donc, en fait, ils permettent d'augmenter le capital observation de l'éleveur. Donc, on a vu dans ces 4 scénarios que la technologie a de plus en plus de poids dans l'élevage de demain. Donc, on a besoin de la technologie pour avoir plus d'informations individuellement sur l'animal, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'exemple que j'avais choisi de vous illustrer, c'est un projet qu'on a mené qui s'appelle Clochette, caractérisation du comportement et localisation des ovins et caprins grâce aux technologies embarquées. C'était un projet donc, qui a été financé par le CASDAR et c'était un projet d'aide à la conduite des troupeaux et à la valorisation des surfaces pastorales. Donc en fait, dans ce projet, on avait essayé de voir comment maintenir l'activité d'élevage en zone pastorale et donc améliorer les conditions de travail des éleveurs et des bergers et améliorer l'utilisation des surfaces pastorales. Donc on a utilisé des nouvelles technologies embarquées, appliquées aux zones pastorales et aux petits ruminants, et on a amélioré ainsi la connaissance de l'utilisation des surfaces pastorales par les animaux.
En fait, ça a permis de définir les spécifications fonctionnelles et techniques d'un outil d'aide à la conduite des troupeaux de petits ruminants sur surface pastorale. Donc, ça a été basé sur des capteurs embarqués, des GPS et des accéléromètres, ce qui a permis également de localiser les animaux. Donc, ça permettait de retrouver le troupeau ou un lot égaré. Ça permettait également de donner des alertes, donc des sorties de zone ou des affolements qui pouvaient faire penser qu'il y avait un prédateur qui intervenait. Et ça permettait aussi de valoriser des enregistrements, donc des circuits de pâturage et des calendriers de pâturage. Et pour la relation humain-animal d'élevage du futur, eh bien, en fait, on a tout un système technologique qui est en train de se mettre en place ou qui a déjà été élaboré pour mécaniser le travail journalier de l'éleveur, donc l'alimentation des animaux, la traite et plein d'autres choses, mais également pour aider l'éleveur dans le suivi de ces animaux, donc pour pouvoir les localiser. Donc c'est le cas. C'est ce que vous voyez sur l'image du bas, donc une localisation des animaux dans l'aire de vie. C'est également une aide pour pouvoir les manipuler. Donc c'est entre autres l'utilisation de drones de plus en plus pour pouvoir manipuler les animaux, donc les passer d'une pâture à une autre, que ce soit des bovins ou des ovins, mais également décrire leur comportement. Donc, entre autres, il y a un projet qui s'appelle Bebop, qui est un projet d'intelligence artificielle qui est en cours pour essayer de déterminer avec des caméras le comportement des animaux. Mais on peut se demander comment on va faire pour avoir un élevage à la fois technologique et humanisé, et un élevage qui sera au bénéfice des animaux et des hommes. Et donc, Xavier, tu peux peut-être nous donner quelques éléments de réponse par rapport à ces questions. Ok. Christian Huynh, dans son introduction, a particulièrement mis en avant le fait que la législation, la réglementation, aujourd'hui reconnaissait l'animal comme un être sensible. Cela s'appuie sur de nombreux travaux et en particulier récemment il y a eu la publication d'expertise collective INRA autour de la douleur chez les animaux, de la conscience chez l'animal, et une définition de l'ANSES indique clairement ce que veut dire être sensible, le bien-être de l'animal étant un état mental et physique positif qui doit permettre d'assurer la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes. Et qu'en fait, l'animal, en fait, avec la perception qu'il a de son environnement, va complètement adapter et ressentir la situation dans laquelle il est. C'est ça qu'il va falloir tenir compte. Et donc, du coup, un autre scénario est évidemment en train de se dégager qui se croise vraisemblablement par rapport aux deux autres, qui est un scénario d'une vie qui mérite d'être vécue. Alors, on parle évidemment beaucoup de l'animal, une vie qui mérite d'être vécue pour l'animal, mais c'est la même chose également pour les éleveurs de demain. Il y a une réflexion qui est extrêmement importante du coup autour de l'enrichissement. Là aussi, Christian en a parlé. L'enrichissement, c'est quoi? Et l'enrichissement, en fonction des besoins comportementaux de l'espèce, c'est souvent ce que l'on entend. Mais si vous regardez l'histoire, en fait, et en particulier l'histoire des 5 libertés qui ont assis beaucoup la réflexion autour du bien-être animal, sur la 4e liberté, le Farm Animal Welfare Council explique qu'une erreur commune sur la 4e liberté est de penser que l'animal doit pouvoir exprimer des comportements naturels plus que normaux. Naturels au sens la nature serait la référence finalement pour nos animaux domestiques. Mais il précise, bien que les animaux domestiques maintiennent leur capacité à se comporter comme leurs ancêtres sauvages, et donc la nature, le comportement dans la nature peut être une référence, ils disent leurs besoins comportementaux et répertoires diffèrent fortement de leurs ancêtres sauvages. Autrement dit, pour parler d'enrichissement, il faut répondre aux besoins attentes des animaux, mais les animaux qui ont été domestiqués, qui sont en cours de domestication, les animaux qu'on a dans nos élevages, il faut étudier la diversité et l'efficacité de ces comportements et non pas simplement voir l'enrichissement par rapport à ce que la nature est. Diapositive suivante. Alors, du coup, cette réflexion autour de l'enrichissement rejoint aussi celle autour des capteurs, celle de la façon de l'information que l'on a, parce qu'on n'est pas en train en permanence de voir nos animaux. Il y a donc toute cette façon d'observer les animaux qui concerne ces nouvelles technologies. Enrichir les animaux, notamment dans les milieux confinés, c'est par exemple leur permettre de pouvoir avoir des pierres à sel en cas de besoin alimentaire,
avoir des brosses car ils s'en servent énormément. Et ce que vous voyez, c'est mes collègues dans l'équipe qui s'intéressent en fait à l'utilisation de ces enrichissements. D'abord, et grâce à l'analyse d'images pour pouvoir les observer même quand un humain n'est pas derrière eux, mais aussi pour savoir s'ils s'en servent, parce qu'un enrichissement n'existe que parce qu'il est utilisé par les animaux. Et vous voyez l'analyse d'images qui permet de repérer en fonction des couleurs les utilisations que les animaux font de leur environnement. Mais ce qui est particulièrement intéressant au-delà de l'enrichissement, c'est que cela peut permettre de prédire des problèmes de santé ou des problèmes de bien-être. Vous avez par exemple des animaux qui sont suivis avec des capteurs et l'utilisation qu'ils ont par exemple de la pierre à sel peut être détectée de façon très anticipée par rapport à ce qu'un vétérinaire pourrait avoir, puisque les animaux qui sont en acidose vont avoir des temps de léchage qui seront repérés beaucoup plus élevés que des animaux qui n'ont pas ces problèmes de santé. Donc, cette combinaison entre enrichissement, observation des animaux est particulièrement importante pour nos élevages du futur. Diapositive suivante. Cette question de l'enrichissement, elle n'est pas seulement liée au milieu confiné. Elle est aussi vraie quand on imagine l'animal exposé à un environnement ouvert. Nous avons beaucoup de travaux aujourd'hui à INRAE aussi sur l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, c'est l'utilisation des arbres en termes de production, mais la complémentarité avec l'élevage. L'arbre peut être un fourrage, donc on est dans des visions qui sont des visions de production. Mais l'arbre n'est pas seulement ça. L'arbre aussi est un objet qui fait de l'ombre, qui protège les animaux. C'est même dans la réglementation que les animaux soient protégés quand ils sont à l'extérieur. Et donc, du coup, il y a énormément de travaux qui s'intéressent à l'aménagement de l'environnement extérieur, car l'enrichissement peut se faire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Diapositive suivante. Mais alors, Xavier, une relation humain-animal, est-ce qu'elle est plutôt subie ou est-ce que c'est une relation construite? Parce qu'on peut dire il y a plus de mécanisation, plus de capteurs, plus de caméras, plus d'intelligence artificielle, plus d'animaux, plus de plein air. Alors, comment on va faire avec tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir réellement construire une relation? C'est tout l'enjeu. Est-ce qu'en fait, le caractère relationnel, que ce soit avec des collègues ou que ce soit avec les animaux, est-ce que ce caractère relationnel de l'activité de travail, c'est une activité pivot, c'est-à-dire centrale, incontournable, ou est-ce que c'est une activité levier? C'est-à-dire que si on n'a pas le temps, si on est toujours en train de courir après le temps, et si les capteurs ne servent qu'à courir après le temps, en fait, est-ce qu'on ne va pas le faire au détriment de la relation homme-animal? On a donc deux conceptions. Soit on laisse les choses filer et donc on va subir la relation parce que l'animal réagit à notre comportement. Les éleveurs disent souvent le troupeau est à l'image de l'éleveur. Soit au contraire, on la construit et on a de véritables pratiques qui sont destinées à améliorer la relation avec les animaux. Et donc, inspiré des pratiques zootechniques qui sont des stratégies incluant des choix et des techniques suivant les objectifs de leur auteur, ici les objectifs, ça pourrait être pour un certain nombre d'éleveurs d'ailleurs déjà aujourd'hui, un objectif de construire cette relation. Et du coup, il y a des pratiques zootechniques, mais aussi des pratiques relationnelles, qui sont des véritables stratégies visant à améliorer le travail avec l'animal et à diminuer le stress de l'animal autant que le stress de l'éleveur. Diapositive suivante. Alors, pour vous donner un exemple, moi qui suis biologiste, il y a tout un cycle qui peut se mettre en place, qui permet réellement de mettre en pratique ces pratiques au regard des connaissances de la recherche, au regard des connaissances aussi empiriques des éleveurs. Prenons par exemple ce cercle. Quand l'animal est en gestation, en fait, le stress prénatal peut avoir des conséquences fortes sur la réactivité des animaux par la suite. Au moment de la mise bas, au jeune âge, au sevrage, il peut y avoir des périodes sensibles où l'animal est plus plastique pour construire la relation. Ça peut aller dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si le jeune animal vit des expériences négatives, ça peut dégrader la relation. Au contraire, ça peut permettre de la construire du côté positif. Ce qui est vrai aussi, c'est que les congénères influencent la réaction des animaux vis-à-vis de l'homme. Si vous avez une mère qui a peur de l'homme, ses petits vont faire pareil. Le contraire peut se faire aussi. Et donc, du coup, en fait, on assiste à un cycle qui, s'il est adapté à la pratique de l'élevage, peut permettre de construire cette relation avec l'homme. Un élément dont je n'ai pas parlé et j'y reviendrai, c'est le rôle de la génétique. J'en ai parlé au moment de la domestication. La domestication, c'est une adaptation aussi génétique des populations. Et donc, le choix des reproducteurs est particulièrement important. Donc, vous voyez qu'en fait, soit on a un cercle vicieux où au fur et à mesure, la relation se dégrade parce qu'on n'a pas de stratégie, soit au contraire, on a une relation qui se construit grâce à ces pratiques relationnelles. Alors, pour évoquer cette génétique, l'un des éléments qui est très important et qui s'est fait au cours de ces dernières années en collaboration, par exemple, avec France Limousin, avec l'Institut de l'élevage, c'était sélectionner les animaux qui sont les moins agressifs, les moins peureux, puisqu'on a vu que ça a des conséquences à la fois en termes de sécurité pour l'homme et de production.
Mais si on est aussi dans la logique de se dire on travaille avec les animaux, on coopère avec eux. Finalement, si l'animal est capable de comprendre ce qu'on veut de lui, il y a aussi une sélection qui peut se faire sur des caractéristiques d'animaux qui cohabitent, qui coopèrent, voire qui travaillent avec l'homme. Et donc, c'est des éléments qui sont importants car on a démontré qu'il y avait des héritabilités, c'est-à-dire une influence génétique en fait derrière, donc des gènes qui derrière peuvent influencer le comportement des animaux, et encore plus s'il y a peu de contact avec l'homme, cette variabilité génétique s'exprimera dans différentes activités de manipulation, de contention, voire d'observation des animaux. Diapositive suivante. Et justement, quand on parle de cette relation construite, et comme tu viens de l'évoquer, Xavier, on parle de formation. Et cet aspect formation est vraiment très important quand on parle de l'établissement de la relation homme-animal. Former les éleveurs à cette relation et à comment la mettre en place et aux conséquences de leurs habitudes de comportement, c'est vraiment quelque chose de crucial, surtout quand on s'intéresse à des espèces comme les bovins. Donc, j'anime, comme je le disais au début, un réseau de 50 techniciens sur tout le territoire sur la manipulation et la contention des bovins. Et donc, ces techniciens vont former des éleveurs et des intervenants en élevage pour comprendre le comportement des bovins et construire une relation avec eux pour prévoir les réactions des animaux au cours des interventions, faciliter et optimiser et sécuriser leur manipulation, et pour la sécurité de l'homme et le bien-être de l'animal. C'est vrai que cette relation, enfin ce type de formation, on avait travaillé dessus également au cours d'un projet européen qui s'appelait Quality Handling, pour former les éleveurs toujours à l'importance de la mise en place de la relation homme-animal. Et donc on partait du principe que si la peur était réduite chez l'homme qui intervenait sur les animaux, cela allait avoir un impact sur la productivité, sur le bien-être, la santé, la docilité des animaux et la satisfaction au travail. Que du coup, les opinions des éleveurs seraient améliorées et que leurs habitudes comportementales seraient également améliorées. Donc tout à l'heure, Xavier, tu parlais d'un cercle vertueux, on le retrouve ici avec justement la mise en place d'une bonne relation homme-animal qui permettra de réduire la peur des éleveurs au cours de leurs interventions sur les animaux et donc d'améliorer aussi la relation. Pour conclure notre intervention, on peut dire que depuis 10 ans, le contexte bien-être animal a été profondément renouvelé, puisqu'on est parti, il y a 10 ans de cela, d'un bien-être animal centré. Donc on parlait surtout de l'animal. D'ailleurs, on entendait beaucoup dans les structures comme les marchés, les marchés aux bestiaux, les centres de tri et les abattoirs. On entendait beaucoup les gens nous dire « oui, vous parlez toujours de bien-être animal et notre bien-être à nous », et les éleveurs aussi nous faisaient cette réflexion. Donc on avait tendance à regarder le bien-être animal par et pour l'animal, et il y avait assez peu d'acteurs autour de la table pour discuter du bien-être animal. Mais au cours du temps, donc entre autres aidé par le RMT bien-être animal qui s'était mis en place à ce moment-là, et par différents acteurs qui sont intervenus au cours de ces 10 années. Donc on est allé progressivement vers une nouvelle vision qui est le One Welfare, ou l'interdépendance du bien-être des humains et des animaux en lien avec l'évolution de l'environnement. Donc maintenant, on ne regarde plus que l'animal, on regarde l'animal, la relation en fait entre l'animal et l'homme dans un environnement contrôlé également, enfin dans de bonnes conditions d'environnement. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'avec ce One Welfare, du coup, on ouvre vraiment une voie complètement différente de la relation entre l'homme et l'animal. Alors, pour se tourner un peu vers l'avenir sur les années qui viennent en matière de recherche-développement, je voudrais terminer avec deux actions qui sont très importantes à nos yeux. La première, donc, sur cette notion de One Welfare, bien-être intégré, partagé entre l'homme et l'animal, il y a un RMT, un réseau mixte technologique, en fait, qui démarre, qui a pour objectif
de mieux définir cette notion de One Welfare, inspirée de One Health, et de mener un certain nombre d'actions en fait pour créer des ponts entre éthologie, génétique, zootechnique, ergonomie, psychologie, didactique. Parce que la relation homme-animal n'est pas évidemment une question de biologiste, c'est une question de sciences humaines et sociales et de biologistes en interaction. C'est mettre l'animal et en fait le regard de la relation homme-animal vu du point de vue de l'animal ou vu du point de vue de l'homme sur un même plan pour construire quelque chose vers le futur. Et donc, dans ce RMT, il va y avoir plusieurs actions qui vont s'entrecroiser, qui vont de la définition du One Welfare et de son évaluation, trouver des indicateurs en élevage de ce qui semble possible, difficile ou impossible à gérer du point de vue de l'animal et du point de vue de l'homme, parce qu'évidemment, les deux peuvent être en difficulté ou au contraire favoriser la construction de ce bien-être intégré. C'est aussi valoriser et construire les pratiques d'élevage qui contribuent à ce One Welfare, un animal productif, autonome, connecté pour le bien de tous et sociable avec lequel il est facile de travailler avec. Et puis tout ça se fait forcément, puisqu'on n'est pas en train de parler du futur, avec la formation des futures générations d'éleveurs, formation des générations d'aujourd'hui, mais aussi ça concerne le renouvellement des éleveurs, donner envie aux futurs éleveurs de travailler, alors que c'est l'une des questions majeures qu'il y a dans l'évolution de l'élevage. Et donc du coup, se donner ce goût-là, c'est aussi parce qu'il peut y avoir un bien-être partagé, autant pour l'animal que pour l'éleveur. Et donc, du coup, c'est une qualité de vie, un enrichissement qui est pensé autant pour l'animal que pour l'homme, derrière cette notion de One Welfare. Le deuxième point sur lequel je voudrais embrayer, et Christian Huil là aussi l'a mentionné, c'est que depuis maintenant un certain nombre d'années, l'éthologie cognitive ou la cognition animale s'est intéressée à cette vision qu'on a des animaux. En fait, on imagine toujours l'animal comme il est, mais pas réellement comme il est vraiment. Et de nombreux biologistes ont mis en avant qu'on sous-estimait, on avait une méconnaissance en fait des capacités sensorielles et cognitives de nos animaux, et que du coup, pour améliorer la relation homme-animal, pour améliorer la domestication de nos animaux dans nos systèmes en pleine évolution, il fallait davantage mettre l'accent sur les connaissances que nous voulons avoir autour de cette cognition des animaux d'élevage, parce que ça va avoir de grandes répercussions en matière de travail et en matière de bien-être animal. Et donc, du coup, les articles sont sortis et sortent de plus en plus. Il y a une recherche très, très forte à INRAE autour de ces questions. Je vous encourage à lire l'expertise collective sur la conscience des animaux. La conscience, ça peut peut-être vous intriguer. Est-ce que les animaux ont vraiment une conscience? Comment la définir? Tout ça, je vous engage vraiment à lire les conclusions de cette expertise collective. Vous avez aussi dans les médias de nombreuses publications qui sortent, qui interpellent en fait les chercheurs sur comment être dans la tête des animaux, comment mieux comprendre ce qu'ils sont, comment mieux comprendre la relation avec eux. C'est vraiment un des challenges importants pour l'avenir. Dernière diapositive. Et je voudrais terminer là-dessus. Et ça rejoint complètement ce que Christian avait dit au départ et cette photographie. C'est-à-dire que ne jamais oublier que l'animal nous regarde autant qu'on le regarde. C'est ça la caractéristique de l'animal, être sensible. Parce que si on l'oublie, en fait, cet animal réagira dans un sens négatif par rapport à ce que l'on souhaite. Et donc, tout l'enjeu, il est vraiment là d'intégrer cet autre regard qui est différent du nôtre par essence, mais qu'il faut comprendre de façon à construire cette relation d'aujourd'hui et de demain. Je voulais vous remercier de votre attention. J'espère qu'on vous a intéressé. J'espère que ça pose plein de questions. Évidemment que ça permet de réfléchir et que voilà, nous sommes complètement ouverts au débat. Merci beaucoup Xavier et Anne. Merci beaucoup pour ces quelques réflexions que vous avez bien voulu partager avec nous. Voilà, qui pose un petit peu l'état de la connaissance, mais qui pose aussi plein de questions, et c'est le but du jeu. Et donc, nous avons eu en live, on continue un flot de quelques questions. Et donc, on va passer tout de suite la parole à Florence, que l'on voit à l'image, Florence Jacquet, qui a eu le temps de regarder un petit peu ces questions, qui va nous dire un petit peu ce qui ressort de tout ça et ce qu'on aimerait vous demander en complément. Florence, je te donne la parole. Oui, alors merci Jean-Paul. Il y a beaucoup de questions, il y a des questions de nature assez différentes, donc je vais essayer un peu de les regrouper par domaine. Donc il y a toute une série de questions forcément dans la suite de ce que vous avez dit, de gens qui ont envie d'en savoir plus sur finalement ce que pensent les animaux. Et donc, par exemple, on peut se demander, est-ce que l'animal lui-même, il perçoit l'être humain comme
comme un être sensible. Est-ce qu'il peut imaginer qu'il peut lui faire du mal ou des choses comme ça. Une autre question qui a peut-être des implications plus précises en termes de conduite d'élevage, c'est avec l'arrivée finalement de la mécanisation, des robots de traite, l'alimentation automatique, les outils de nettoyage, est-ce que l'animal ne peut pas se sentir un peu frustré d'avoir moins de contact avec l'homme? Toujours dans la compréhension de cette interaction finalement homme-animal, est-ce qu'il y a des recherches sur le langage? Est-ce qu'on va jusqu'à essayer de comprendre finalement ce que disent les animaux? Est-ce qu'il y a des travaux qui cherchent à explorer cette voie? Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2050, puisque là on est en train de se projeter dans le futur, peut-être pas en 2035, mais un jour on aura des traducteurs automatiques qui nous permettront de comprendre ce que disent les animaux. Voilà une première série de questions, et puis j'en ai bien d'autres, je vous les poserai après. Alors, la parole est à nos intervenants. Qui prend la main? Xavier, Anne? Je vais laisser Anne, j'ai plein de choses à dire, mais forcément, c'est la bienséance. Honneur aux dames. Alors donc, Anne a le choix des armes et prendre les questions qui lui grillent le plus. Alors, moi, je vais prendre la dernière. Y a-t-il des recherches sur le langage des animaux? Il y en a depuis très longtemps, des recherches sur les langages des animaux, hein, puisqu'en fait, on sait pertinemment que quelles que soient les espèces animales, elles ont plusieurs façons de s'exprimer, et c'est pas que sur le plan auditif, hein, c'est également sur d'autres plans. Moi, j'ai fait ma thèse, entre autres, une partie de ma thèse était sur le chant des oiseaux, et donc du coup de voir différentes façons de s'exprimer chez les animaux. Alors c'est vrai que l'homme ne les connaît pas tous. Il est capable de discerner certains types de sons, entre autres une vache qui va être séparée de son veau, ce genre de choses. On sait qu'elle va pas s'exprimer de la même façon que si elle a faim. Mais c'est vrai qu'on n'a pas effectivement de décodeur à ce jour absolument précis, au moins pour une personne qui ne connaît pas les espèces d'élevage. Par contre, les langages sont très diversifiés, et on sait déjà bien, on a déjà de bonnes connaissances sur les différents types de sons ou de langage corporel qui sont utilisés par les animaux aujourd'hui, quelles que soient les espèces. Anne, pour compléter la question, est-ce qu'il y a des travaux aujourd'hui pour décoder, comprendre un peu les bruits, les sons émis par les animaux? J'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas si c'est une réalité, si c'est des projets de recherche. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Tout à fait, oui, mais c'est pas récent, hein, justement. Ça sont des travaux qui existent depuis longtemps, hein, pour essayer justement de voir, en fonction de l'état émotionnel des animaux, quels sont les types de sons qui peuvent être émis, ou quel est le type de gestuel, hein, parce que le langage chez les animaux comme chez nous, d'ailleurs, ça n'est pas que sonore, ça peut être aussi d'autres canaux qui sont utilisés. Et donc ça, ces recherches-là, elles existent déjà depuis très longtemps. D'accord. Merci pour la précision. Alors, on passe la parole. Si je puis me permettre, je vais peut-être compléter un tout petit peu la réponse de Anne. Je pense en particulier sur les cochons. Les cochons sont extrêmement vocaux dans leurs interactions, et nous avons un laboratoire à Pégase, à Rennes, à INRAE, qui s'intéresse beaucoup depuis maintenant quelques années aux vocalisations. En fait, notre système neurophysiologique influence nos cordes vocales, et nos émotions passent beaucoup par ces communications acoustiques. Et donc, du coup, cette capacité qu'on peut avoir de décrypter les émotions au travers de la qualité, les phonèmes, enfin pas les phonèmes, mais les fréquences fondamentales, enfin toute la qualité du son en fait peut être décodée de plus en plus. Les animaux entre eux s'en servent, mais l'humain, l'éleveur peut s'en servir lui-même. Donc c'est tout un projet de recherche qui existe depuis des années, mené par Céline Talley en particulier, autour de ces questions qui sont très importantes. Le deuxième point, et Anne a vraiment bien fait de mettre l'accent là-dessus, nous humains, nous emmenons nos congénères, si je puis dire, par nos histoires dans un autre monde. Et il faut voir que la communication non verbale, on la néglige complètement, alors qu'elle est très très importante, même pour nous les humains. Mais pour les animaux, c'est encore plus important.
Et donc, ils vont juger nous-mêmes, quand on est en train de parler de la perception qu'ils ont d'un humain, évidemment, tout ce que nous envoyons qui est non verbal, même non intentionnel de la part d'un humain, va être perçu par l'animal de façon très importante. Donc, il faut bien avoir conscience, quand on est en face d'un animal, que même si on lui parle, en fait, il va lire tout notre langage corporel et ça va évidemment fortement modifier ses réactions. C'est pour ça que des fois on dit ils ressentent notre peur, mais en fait ils ressentent en fait toutes les modifications comportementales, d'odeur, tout ce qu'il peut y avoir qui dans leur monde va du coup être très pertinente pour interagir avec nous. Voilà, je voulais compléter ça parce que ça me paraissait important. Faire de l'éthologie, c'est un peu le, comment dirais-je, le culte de l'altérité. C'est-à-dire que l'animal est un autre, et il faut le comprendre, et cet autre, il nous ressemble, sinon on ne pourrait pas interagir ensemble, mais en même temps, ils ont des vraies différences qu'il faut aller chercher. Xavier, ça répond un petit peu à la question qui était posée, là. Est-ce que les animaux nous regardent de la même façon que nous, on les voit? Voilà, donc ça répond un petit peu à cette question. Complètement, d'autant plus que leur sensorialité est exacerbée. Et donc, beaucoup de nos animaux sont dits macrosmatiques, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à percevoir des odeurs qui ne sont pas les nôtres. Et donc, au travers de notre sueur, nous emmenons un certain nombre de phéromones, nous emmenons un certain nombre de substances qui vont être capables de détecter. Et donc, forcément, l'interprétation qu'ils vont avoir de nos propres émotions sont très importantes. Et c'est là qu'une autre question peut être importante, c'est le degré de familiarité qu'il y a dans la proximité entre l'homme et l'animal. Parce qu'évidemment, plus on éloigne l'homme de l'animal avec les nouvelles technologies, et moins il y aura une connaissance fine que l'éleveur peut avoir de ces animaux. Elle sera différente avec les capteurs, évidemment, mais les animaux dans l'autre sens. Posons-nous la question dans l'autre sens. Quelle est la construction de la perception que l'animal va avoir de l'homme si l'homme s'éloigne de lui? Et en fait, de plus en plus de travaux avec les animaux de compagnie démontrent que ça se construit au cours de cette interaction, au cours du temps. Plus l'animal nous connaît, mieux il est capable de nous anticiper. Plus l'animal nous connaîtra au travers des capteurs et plus il nous jugera de façon différente. C'est peut-être pas grave, parce qu'on pourrait se dire, si on les embête pas, du coup, en étant directement avec eux, bah, ça se passera bien. Mais à des moments donnés, il faut les soigner. Et il faut les soigner de façon très rapide. Et si à ce moment-là, ils ne sont pas capables de nous décoder, forcément, c'est un danger à la fois pour eux et pour nous. Et donc, du coup, ma question sur les robots, que ce soit l'alimentation automatique, le nettoyage, la traite, ça a été étudié, ça, de voir ce que les animaux en pensent. Est-ce qu'ils préfèrent être soignés par un humain ou est-ce qu'un robot qui s'y prend correctement leur convient? Alors, Anne, je te laisse répondre d'abord parce qu'il ne faut pas que je monopolise la parole. Et puis après, je continuerai. Alors, c'est clair que quand on parle du robot, les premiers éleveurs qui sont passés au robot en se disant je prends un robot parce que ça m'embête de traire les animaux, de passer du temps à ça, c'est vrai que dans ce cas-là, ça n'a pas marché longtemps. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'avoir un contact avec les animaux, pouvoir passer au milieu d'eux, pouvoir avoir une relation avec eux est vraiment primordial dans les élevages. Donc, il est clair que quand on a une technologie qu'on développe qui fait qu'effectivement, ça va faire que l'homme va être moins au contact des animaux, eh bien, il faut pouvoir le compenser avec un passage régulier dans les élevages pour faire d'autres soins ou pour ne serait-ce qu'observer les animaux pour voir si tout le monde va bien. Donc ça, c'est absolument important, c'est que si le côté technologie, donc que ce soit pour la traite ou que ce soit pour l'alimentation, doit être compensé par une observation dans l'élevage du comportement des animaux et justement une relation qui va être quand même conservée après sa construction. Après, c'est vrai que justement la traite automatisée, l'avantage que ça a, c'est que la vache peut y aller quand elle le souhaite et elle n'est pas obligée d'y aller au moment où l'éleveur lui impose deux fois par jour, quoi. Donc, on peut voir aussi cette traite automatisée comme quelque chose qui permet à l'animal d'avoir plus un rythme d'activité qui correspond à celui qu'il souhaite avoir. Et Xavier, je ne sais pas si tu veux compléter ma réponse. Si, cette question du rapport à la machine m'intéresse. J'ai eu l'occasion de voir le premier robot de traite au pâturage en Nouvelle-Zélande dans les années 2000. Et du coup, pour moi, c'était associé la robotisation à l'intérieur. Et là, en fait, c'était vraiment construit pour l'extérieur.
Et alors, ils s'attendaient, comme c'était le cas chez nous, à ce que les animaux avec un robot de traite soient plus peureux une fois qu'ils avaient pris l'habitude du robot de traite par rapport à l'homme, parce que du coup, on crée de la distance entre l'homme et l'animal. Et en fait, ils ont constaté le contraire. Les animaux étaient plus faciles à approcher. Et on a retrouvé des observations en Europe du même style. Donc, ça a interpellé, parce que ce n'était pas l'image qu'on avait, en fait, de la technologie. Pour moi, alors il n'y a pas complètement de certitude là-dessus, mais les interprétations sont que, d'abord, si un éleveur doit utiliser des interactions qui sont négatives pour pousser ses animaux en salle de traite, forcément, ça crée de la peur chez l'animal et ça a des conséquences sur l'approche et sur la production de lait. Ça, c'est démontré. Il y a des grosses diversités entre les éleveurs. Et les éleveurs qui manipulent leurs animaux de façon beaucoup plus pressante n'ont pas les mêmes résultats que ceux qui sont beaucoup plus patients. Donc ça, c'était une première explication pourquoi ça pouvait améliorer la relation. La deuxième chose, c'est je pense que, et ça a été dit aussi, c'est que quand on a une nouvelle technologie, on n'y fait pas confiance. Et donc du coup, comme le robot, il détecte aussi les mammites, est-ce qu'il va bien détecter les mammites? Est-ce que je ne vais pas avoir plus de problèmes du fait de la technologie que des avantages? Et parce que je n'ai pas confiance, je vais passer plus de temps à observer les animaux pour savoir ce qu'ils sont. Et donc, en faisant ça, involontairement, je construis la relation homme-animal vue du point de vue de l'animal. Mais ce que je voudrais, c'est alerter sur un risque. C'est que le jour où on a confiance dans la technologie, toute la question sera qu'est-ce que je fais du temps que j'ai gagné? Si ce temps, il est pour ma vie personnelle, ce qui est tout à fait légitime, et que je ne pense pas à la relation homme-animal, effectivement, là, il y a un vrai risque qu'une fois que j'ai confiance, je m'éloigne complètement de mes animaux et que du coup, le métier soit plus le même. Et un guide qui s'occuperait des animaux, ce n'est pas la même façon qu'un animalier qui s'occupera de ses animaux. Et donc, du coup, le danger, ça sera peut-être dans un deuxième temps, une fois que j'ai confiance dans la machine, qu'à ce moment-là, je n'ai pas conscience qu'il y a des pratiques relationnelles à construire. Et si elles sont importantes, ces pratiques relationnelles, l'éleveur du futur, il doit à la fois être un geek et à la fois être un éleveur animalier. S'il perd l'une des deux dimensions, je pense qu'il aura des problèmes. Et un des enjeux qu'on voit, c'est des gens qui ont abandonné les robots de traite parce qu'ils n'arrêtaient pas de recevoir des alertes, incapables de gérer les choses. Et puis, en même temps aussi, c'est la dernière chose que je dirais là-dessus, l'important, ce n'est pas seulement recevoir l'alerte, c'est aussi combien de temps il va falloir pour la gérer. Parce que nos animaux, c'est des êtres sensibles, les questions de douleur, les questions de souffrance, les questions d'intervention. Et donc, il va falloir gérer non seulement l'alerte, mais le temps que je mets pour intervenir sur les animaux. Et si mes animaux n'ont pas l'habitude, s'ils ne se laissent pas manipuler, si le veto doit intervenir et que c'est compliqué, ça peut avoir des conséquences sur l'efficacité des médicaments. Parce qu'un médicament sur un animal stressé n'a pas la même efficacité qu'un médicament sur un animal qui est calme. Vous voyez toutes les répercussions qu'on peut imaginer, et c'est pour ça que ces pratiques relationnelles, je pense qu'elles sont un vrai enjeu. Est-ce qu'elles sont pivots, est-ce qu'elles sont leviers du métier du futur éleveur? C'est vraiment un élément important à mettre enfin, voilà, vous avez compris. Merci pour ces réponses. Alors, on a encore beaucoup de questions sur ce sujet de la variabilité de réaction des animaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais juste vous poser une question dont l'intervenant dit qu'il joue l'avocat du diable, mais c'est un intervenant qui est à l'université McGill au Canada, donc on est content d'avoir une audience sans doute plus large que si on était à Paris, porte de Versailles. Et donc, du coup, la question, elle est toute simple. C'est, en jouant l'avocat du diable, comment répondre à la question croissante de la société qui, quelle que soit la définition du bien-être, les animaux sont utilisés pour l'alimentation et donc tués. Donc, comment l'un ou l'autre vous répondez à cette question? Forcément, vous avez l'habitude d'y répondre, j'imagine. Xavier, je vais te laisser répondre parce que je sais que… On en a débattu un tout petit peu, on s'attendait à la question. Alors, je ne suis pas sociologue, mais quand on lit des choses là-dessus, il y a la question de ce que c'est qu'un animal aujourd'hui entre un animal de compagnie et un animal d'élevage. C'est un animal, c'est un être sensible. Et donc, il est traité par la législation de façon qui n'est pas différente. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut manger un animal conscient? Est-ce qu'on peut manger un animal sensible? Forcément, la question arrive sur la table, si je puis dire. Mais
Je pense que, pour moi, en tout cas à titre personnel, parce que c'est des considérations personnelles, évidemment, quelqu'un qui devient vegan, il est tout à fait respectable et quelqu'un qui mange de la viande pour des raisons gastronomiques a aussi sa respectabilité. Donc, c'est dans le débat qu'on arrive à dialoguer, chacun trouvera sa position. Mais pour moi, très clairement, un animal de compagnie est un animal qu'on fait naître et on a une responsabilité par rapport à ça, mais on le fait naître et il vit parce qu'il est dans ce système homme-animal fait pour la compagnie. C'est un animal affectif au sens où on a besoin de sa compagnie pour nous rassurer. Si vous enlevez les animaux de compagnie aux personnes âgées, c'est le problème des EHPAD par exemple, vous faites disparaître ce lien affectif et vous tuez les personnes. Donc clairement, cet animal, il a toute sa raison d'être en tant qu'animal de compagnie. Maintenant, quand vous êtes dans la logique de l'animal d'élevage, c'est totalement différent. La responsabilité qu'on va avoir, c'est quand on le fait naître, on sait pourquoi on le fait naître. Et on le fait naître pour des raisons de travail, pour des raisons de, si on monte dans le monde entier, parce que le travail animal existe beaucoup, on le fait naître pour des raisons de gastronomie, de production. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout la même logique. Et après, la question, c'est est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on peut s'arroger le droit de faire naître des animaux pour les faire mourir après? Mais si c'est quelque part l'issue de leur vie, c'est pour ça qu'on les a fait naître aussi. Par contre, un des problèmes qui se pose, c'est faire naître des animaux qui sont improductifs. Je pense en particulier à des poussins, par exemple. Vous savez, il y a tout un débat sur le sexage des œufs avant l'éclosion, parce que tous les poussins mâles qui ne servent pas à la production d'œufs, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, on a une vraie question, une vraie responsabilité à faire naître des animaux qui n'ont aucun caractère productif et qui ne sont pas durables en matière de production. Donc là, la question, elle est vraiment importante. Mais par contre, la question de l'alimentation, à partir du moment où on les fait naître, et je terminerai juste sur un point. Pour un éleveur, et en particulier en vache allaitante, la vie de l'animal, comment dirais-je, il gère son troupeau. Il connaît ses grands-mères, ses mères, ses filles, il va connaître ses petites filles. Et donc, la vie du troupeau ne s'arrête pas à la mort de l'animal. On a souvent dit que l'éleveur faisait le deuil de son animal, mais ce qui est plus terrible pour lui, c'est de perdre son troupeau. Et je pense qu'il est dans ce cycle de la vie où l'animal naît, l'animal meurt. Finalement, il faut accepter la mort si on accepte la vie. Et que donc, du coup, ce cycle de vie que vit l'éleveur, il disparaît si effectivement tout le troupeau est obligé d'être euthanasié. Il continue au contraire s'il est dans le renouvellement des générations. Et c'est, je pense, cette vision-là de l'élevage, en tout cas que moi, je partage avec les éleveurs qui sont dans cette logique. Et j'ai rien à rajouter par rapport à ça, puisqu'en fait, on en avait discuté en amont, on était tout à fait d'accord sur ce point. On est préparé à ce que cette question arrive, c'est bien normal qu'on la discute aujourd'hui. Ah bah oui. On remercie l'Université du Canada de nous l'avoir posé. Tout à fait. Ils sont tout à fait autorisés à en poser d'autres. Et est-ce que les animaux ont la notion du temps? Alors, pour moi, la réponse, elle est oui, et on sait ça depuis très très longtemps. La chronobiologie, d'ailleurs, nous indique ça, en fait. Vous savez que tous les êtres vivants se synchronisent en fait par rapport au rythme nictéméral. De vieilles expériences de chronobiologie montrent qu'en fait, un flash lumineux peut complètement synchroniser leurs activités. C'est pas un hasard si on a faim à un moment donné, c'est pas un hasard si on a envie de manger, tous nos rythmes d'activité sont liés à la chronobiologie. Et donc, du coup, si on accepte que cette chronobiologie, ça soit une certaine mesure du temps, bah oui, forcément, au fur et à mesure que le temps passe, l'animal, il va prendre des rythmes. Et les déclencheurs, ça peut être, par exemple, le comportement de l'éleveur. Il est évident que la rythmicité de l'éleveur peut induire une rythmicité de la vie de l'animal. Et si on accepte l'idée, et de plus en plus en éthologie cognitive, on a montré qu'en fait l'animal était capable d'anticiper ce qui allait se passer. Vous avez d'extraordinaires expérimentations, alors pas sur nos animaux d'élevage, mais sur ce qui peut se passer, un animal qui a des rythmes et qui peut anticiper ce qu'il va y avoir dans le futur, chez les corvidés par exemple. Et donc oui, de façon très claire, l'animal a une certaine notion du temps, pas le temps concept que nous utilisons avec un mot, mais le temps tel que tout le monde le vit sur sa durée de rythmicité quotidienne. C'est plutôt le rythme circadien qui l'impacte plutôt que le temps, effectivement, et c'est pas forcément que l'éleveur est parti depuis 1 heure ou ce genre de choses, c'est plutôt effectivement une rythmicité des événements dans la journée, comme l'a dit Xavier.
on peut imaginer de ce fait-là qu'il y a des conséquences sur la mémoire de l'animal. J'imagine que s'il a la notion du temps, qu'il a aussi un certain niveau de mémoire. Ah ben oui. Oui. Alors, Anne, je te laisse répondre. Tu as des exemples, je suppose, de ça. Oui, bah après, on sait pertinemment qu'effectivement, les animaux ont une très bonne capacité de mémorisation. Si on regarde par exemple, un exemple tout simple, dans les espaces pastoraux, quand les animaux sont mis en estive, les bergers se rendent compte qu'en fait, ils vont reconnaître les lieux où ils savaient que l'année précédente, il y avait des pâtures qui étaient appétantes, enfin des plantes qui leur plaisaient. Donc, ils reconnaissent leur circuit de pâturage. Ils sont capables de mémoriser beaucoup de choses, en fait, hein, et les animaux d'élevage autant que nos animaux domestiques, d'ailleurs. Hein, ils ont une très bonne capacité de mémorisation. Alors là, vous parlez, mais c'est normal, on va à l'essentiel, mais vous parlez de l'animal comme un tout indifférencié, mais il y a bien sûr des différences, donc il y a des questions qui portent là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que les différences de caractère ont le même importance que chez l'animal que chez l'homme? Et puis, une autre question, c'est la variabilité entre les espèces. Est-ce qu'il y a vraiment des espèces avec qui la relation avec l'humain est difficile, voire impossible? Sur cette question de variabilité, je voudrais bien vous entendre. Alors, je peux répondre en premier ce coup-ci? Oui, vas-y. J'ai envie sur 2 points. Alors, comme je vous ai beaucoup parlé d'apprivoisement, de construction de la relation, moi je suis persuadé que la relation, enfin il n'y a pas que moi dans cette histoire, tout le monde peut l'expérimenter avec son animal de compagnie. Vous pouvez avoir l'impression que c'est vous qui construisez la relation avec votre animal. Mais la réalité, c'est que votre animal construit la relation avec vous. Pour prendre un exemple dans les élevages, je pense que quand vous avez 50 vaches, il y en a 5, vous n'avez vraiment pas envie de les voir partir à l'abattoir. Parce qu'en fait, elles vous ont apprivoisé. Elles ont toutes un caractère différent. Et il y en a qui vont venir vous voir régulièrement, alors que d'autres vont rester au fond. Et puis il y en a 5, vous n'avez qu'une envie, c'est de les voir partir le plus rapidement possible, parce que c'est toujours celles qui se mettent entre la porte et le mur, c'est toujours celles qui vont vous poser un problème à un moment donné. Cette variabilité animale, on le retrouve dans les analyses génétiques qu'on a faites, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la domestication n'a pu se faire qu'à partir du moment où les populations sauvages elles-mêmes étaient variables. On a pu domestiquer, et on est en train toujours de domestiquer, que les animaux qui acceptent bien de se faire domestiquer. Moi, j'ai des vaches, quand vous avez un animal de 700 kg qui vous fonce dessus, je suis désolé. C'est d'une certaine façon sa variabilité. Et dans les mêmes conditions, dans les mêmes troupeaux, vous pouvez avoir des animaux qui sont très sympas et des animaux qui montrent au contraire des réactions qui sont très difficiles. Donc cette notion de tempérament ou de personnalité, elle est très explorée par les chercheurs, mais elle est très vécue par les éleveurs et par les propriétaires d'animaux. Donc c'est une relation qui se crée dans les deux sens. Sur la deuxième question, c'était, j'ai oublié, évidemment. Entre les espèces, la question de la variabilité entre les espèces. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que avec les travaux sur la conscience animale, mais avec tous les travaux en cognition animale et sur les émotions chez les animaux, du coup, on a commencé à explorer, on s'est autorisé, alors que ce n'était pas possible dans les années 90, à se dire, OK, le mot émotion, est-ce qu'on peut l'utiliser? Le mot conscience, est-ce qu'on peut l'utiliser? Et est-ce que scientifiquement parlant, on peut avoir des méthodologies qui permettent d'explorer? C'est pas faire de l'anthropomorphisme de poser la question. Faire de l'anthropomorphisme, c'est de leur attribuer des choses sans poser la question. Par contre, poser la question et explorer, on a tout à fait le droit à partir du moment où on a une méthodologie appropriée. Il va y avoir un colloque là bientôt de la Société française pour l'étude du comportement animal et une des communications va s'intéresser aux sèches. La sèche, nous les mangeons, nous les pêchons. Mais la sèche a cette capacité à changer en fait son apparence en fonction des substrats et en fonction des agressions. Et il travaille en fait sur ce qu'ils appellent, la première fois que je voyais ça, en fait sur le contexte émotionnel, parce que cet animal est capable d'apprendre des choses, est capable d'avoir des comportements de fuite, et donc de la même façon, ils explorent les réactions qu'ils appellent émotionnelles chez la sèche. Et quand on connaît les capacités cognitives de ces animaux, on voit bien qu'au fur et à mesure, les chercheurs se sont autorisés à de plus en plus explorer ça.
Donc, oui, il y a des différences entre espèces. Oui, on n'a absolument pas les mêmes capacités, mais par contre, les capacités d'apprentissage, les capacités de mémorisation, les capacités émotionnelles, finalement, on les explore de plus en plus. Anne ? Oui, si je peux rajouter quelque chose par rapport au tempérament, c'est vrai qu'on sait pertinemment que les animaux ont des tempéraments différents, même pour une même espèce et pour un même type d'animaux. On avait fait, il y a pas mal d'années de ça, avec Xavier, justement, j'avais un perfectionnement du réseau des formateurs manipulation contention des bovins, et on voulait mettre en parallèle un test qui avait été mis au point par l'INRA et l'Institut sur le tempérament pour essayer de déterminer le tempérament des animaux, et on voulait mettre ça en parallèle avec le ressenti en fait des formateurs qui étaient habitués à manipuler des animaux, entre autres les attraper à la corde. Et donc on s'était rendu compte qu'en fait l'œil du technicien qui était habitué à manipuler des animaux était vraiment très très corrélé avec les tests de tempérament qui étaient faits par l'INRAE. Et en fait, ce qui montre qu'un homme est capable tout à fait de voir, de pouvoir différencier, quand il est habitué, hein, de pouvoir différencier les animaux sur leur tempérament. Donc savoir cet animal-là, il faut que je fasse attention pour le manipuler parce qu'il risque d'être un peu compliqué, ou celui-là, au contraire, va moins me poser de problème. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment intéressant pour voir que dans un même lot, dans un même troupeau d'animaux de même race, on peut avoir effectivement des tempéraments très différents, et que du coup la relation ne va pas s'établir de la même façon, comme Xavier a pu le dire tout à l'heure. Il y en a certains auxquels on va plus s'attacher et d'autres beaucoup moins. Mais alors les différences entre les espèces? Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a pu dire Xavier, hein. Forcément qu'entre espèces, on va avoir des grosses différences, et même sur nos espèces d'élevage, hein, on aura forcément des différences, par exemple, entre les porcs, les volailles, les ruminants. On aura un attachement à l'homme qui peut être différent. On va avoir certains animaux qui vont être plus sauvages que d'autres, plus difficiles. Alors, c'est vrai que tu avais enlevé cette diapo-là, Xavier, mais au début, tu avais mis une diapo sur justement les animaux qui étaient plus adaptés à développer une relation à l'homme, et ceux qui l'étaient moins, en fonction de leurs caractéristiques. Mais il est évident que voilà, certaines espèces vont avoir un tempérament qui va les entraîner à ne pas pouvoir développer très facilement une relation avec l'homme, et puis d'autres, au contraire, beaucoup plus facilement. Ok, alors pour terminer, on va prendre deux autres questions de nature très différente, mais qui me paraissent intéressantes. Une question très pratique sur la taille des troupeaux auxquels un éleveur peut raisonnablement s'occuper convenablement. Donc la question qui est posée nous dit, est-ce que 60 vaches, c'est pas le maximum auquel on peut avoir affaire? La deuxième question, qui n'a rien à voir, c'est comment se positionne la recherche française en éthologie par rapport à ce qui se fait dans les autres pays européens? Est-ce qu'il y a des courants différents? Comment on se positionne, nous, en France, par rapport à nos collègues européens? Deux questions qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent nous permettre de terminer cette séquence. Alors, si je peux répondre à la première, peut-être que tu répondras plus facilement à la deuxième, Xavier, je ne sais pas. Donner un nombre maxi, c'est un peu compliqué, parce que justement, ça dépend aussi des types de bâtiments de l'éleveur, de s'il est associé ou non déjà avec. Donc je suppose que là, la question, c'était par rapport à l'UMO. Bon, c'est vrai que 60, ça paraîtrait beaucoup si on réfléchit à l'élevage d'avant, puisque généralement c'était plutôt 15-20 vaches, hein, donc c'était pas autant que maintenant. Mais une ferme qui est relativement automatisée, 60 à 80 vaches, ça paraît tout à fait cohérent. Après, c'est pas forcément le nombre d'animaux, c'est plutôt l'organisation de l'éleveur, c'est plutôt justement le fait qu'il ait certaines
activités, certaines choses qui sont automatisées dans l'élevage, c'est plus ça qui va faire qu'il pourra ou non augmenter son troupeau. Après, si on regarde par rapport au scénario dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que autant il y a eu une période où on attendait un agrandissement des élevages, autant maintenant je pense que le consommateur va plutôt vers des systèmes un peu moins intensifs et plutôt, il y a certains courants effectivement d'intensification, mais il y a quand même un besoin chez le consommateur d'avoir des produits de proximité, des produits qui viennent de systèmes assez peu, avec un nombre d'animaux pas trop important, quoi. Donc oui, après, je ne pense pas qu'on puisse donner un maximum ou un minimum, c'est plutôt aussi en fonction du type d'élevage, d'automatisation et puis aussi de l'éleveur lui-même, hein, puisque justement on parle de relations homme-animal, mais c'est aussi parce que l'éleveur a une place très importante dans la gestion de son élevage et dans le bien-être des animaux, la relation homme-animal a aussi une part très importante. Donc, je ne sais pas, Xavier, si tu veux répondre à la question suivante. Très rapidement, si vous prenez par exemple des troupeaux de moutons, vous savez, ils mettaient des béliers noirs pour pouvoir savoir s'il leur en manquait quelques-uns. Parce que s'il leur manquait un bélier noir, ils savaient qu'il en manquait d'autres et que du coup, derrière, il y avait cette logique de dire je peux avoir des stratégies, même si j'ai beaucoup d'animaux, qui me permettent en fait de repérer si mon troupeau est bien ou n'est pas bien. On a essayé de mettre des corrélations, ça fait très longtemps qu'on essaye de mettre une corrélation entre la qualité de la relation et le nombre d'animaux, on n'y arrive pas. Mais la raison, c'est parce qu'on peut avoir peu d'animaux, être un vrai con avec ses animaux, pardon pour être vulgaire dans l'histoire, ou on peut avoir au contraire beaucoup d'animaux et avoir un sens animalier et bien s'en occuper. Et donc du coup, c'est là que la question est compliquée à mettre en... je voudrais terminer sur la question de la recherche européenne. En fait, on est très impliqué dans des projets européens en fonction des productions. On est impliqué aussi, l'Europe a créé des centres de référence sur le bien-être des animaux. Et nous avons un centre de référence pour le bien-être animal. L'INRA porte ça pour la France, mais il y a un centre sur les herbivores qui vient d'être créé, dans lequel nous sommes très impliqués. Et donc, du coup, en fait, évidemment, nous avons une connexion très, très forte avec nos partenaires parce que nous partageons beaucoup de valeurs. Là où il peut y avoir peut-être des différences, c'est sur la naturalité, des différences philosophiques entre des considérations anglo-saxonnes, allemandes, françaises. Mais en fait, au final, on a d'énormes relations au niveau international. Notre recherche est internationale, elle a vocation à l'être et les questionnements se font de la même façon, quels que soient les pays. Je vous ai parlé de la Nouvelle-Zélande. Oui. Bien évidemment, on a cette vision internationale de ce que c'est que le bien-être animal. Ok, merci bien. Bon, je pense qu'on a terminé cette phase de questions. Je vais passer la parole à Jean-Paul Borde et à Philippe Mauguin pour la conclusion. Merci à tous. Merci beaucoup, Florence, pour la synthèse de ces questions. Et puis, merci beaucoup à nos intervenants qui ont été brillants et qui nous ont passionnés avec des explications, des exemples. On aurait envie de continuer. Donc voilà. On sait vers qui se tourner si on a besoin d'avoir plus d'informations, et puis on pourra revoir cette présentation en replay. Merci beaucoup à vous. Alors, je voudrais aussi remercier Christian Huyghe qui nous a donné son éclairage de l'introduction, Florence, bien évidemment, pour les questions. N'oublions pas toutes les équipes APTA et INRAE qui sont derrière cette organisation, hein, qui ont préparé tout ça. Et vous savez, c'est très difficile à régler, mais ça marche. Donc, je pense que on est très content de ça. Juste avant de passer la parole à Philippe Mauguin, qui nous fait le plaisir de conclure cette série de 3 webinaires, juste quelques petits mots. Voilà, je n'ai pas la prétention de conclure ce sujet qui est extrêmement passionnant, riche, mais il y a 3 points qui m'ont particulièrement intéressé. Le premier point, je dirais, c'est cette réciprocité au niveau du bien-être entre l'animal et l'éleveur. Voilà. Cette notion de welfare, qui est de one welfare, et qui dit finalement, voilà, on a tendance à parler du bien-être animal, mais les deux sont liés. Il y a une forme de regard croisé, d'interdépendance entre l'animal et l'éleveur qui est importante à comprendre.
Peut-être que ça ouvre aussi vers une nouvelle approche des animaux, cette approche collective indifférenciée, ou bien tenant compte d'une certaine forme d'individualité, mais qui nécessite aussi une adaptation des pratiques et des techniques. On en a eu quelques exemples à travers les dernières questions que vous avez traitées. Le deuxième point qui m'a particulièrement intéressé aussi, c'est celui du mariage de l'éthologie et des technologies de pointe. Lorsque voilà, on pense à ça, on se dit non, mais c'est pas du tout compatible, c'est deux choses complètement différentes. Et puis finalement, vous avez donné des exemples où les deux peuvent s'alimenter et peuvent même se combiner pour construire peut-être une nouvelle forme de relation, etc. J'étais sensible aussi à ce que disait Xavier, hein. C'est finalement, si la technologie permet de libérer du temps, la question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Est-ce qu'on le réinvestit? Est-ce qu'on le réinvestit dans une solution ou autre chose? Après, évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ça pose quand même une question. Au passage, je dois dire que dans les instituts, il y a quelques expériences que l'on connaît au travers de ce qu'on appelle le digiterme. C'est des termes, là, on essaie de tester des applications digitales, numériques, etc. Mais il y a aussi cette dimension de la prise en compte du bien-être animal et du travail sur la relation humaine. Et puis, dernier point, et vous l'avez évoqué aussi, c'est que toutes les questions que vous avez traitées posent de nouveaux besoins, des besoins de recherche et d'expérimentation. Vous avez parlé des projets de recherche, les choses que je vois. Il y a le RMT aussi, les deux RMT, hein, le travail en agriculture et le welfare, sont aussi des projets de recherche pour obéir à certains niveaux. Des besoins de formation des agriculteurs et des conseillers, on n'est peut-être pas beaucoup dit, mais je sais que Anne en particulier travaille aussi sur des actions de formation auprès de ces différents publics, de démonstration, on l'a dit un petit peu. Et puis peut-être que ces savoirs que vous partagez nous donnent aussi des nouvelles cartes pour parler de l'agriculture et de l'élevage vers les grands publics. Tous ces travaux ne sont pas forcément connus, ils sont aussi des éléments pour bon, voilà. Donc ce n'est pas une conclusion, c'est juste une perception personnelle pour terminer ceci. Voilà, je n'irai pas plus loin, je vous remercie. Je vais passer la parole à Philippe Meudin, qui a la gentillesse de vouloir nous consacrer quelques minutes et puis clôturer ce cycle de 3 webinaires. Alors Philippe, c'est un vrai succès parce que nous, on a regardé le compteur et on ne s'attendait pas à voir ce public-là. Donc voilà, on est très heureux et puis on espère aussi qu'elle va revenir. Merci beaucoup Jean-Paul. C'est pas que je vous fais un plaisir en y assistant, c'est que c'est aussi passionnant pour moi. Donc j'ai beaucoup écouté nos deux collègues aujourd'hui. Et donc bah voilà, je vais essayer après ces 3 webinaires Acta INRAE de tirer finalement quelques enseignements qu'on peut partager. À mon tour, je voudrais remercier les organisateurs qui ont su s'adapter. On l'a vu tout au long de la crise sanitaire, ce qui était perçu au début, et ça l'est encore évidemment, le manque d'échanges directs entre nous, y compris de la pause café, nous frustre, mais quand même la force aussi et l'intérêt de ces formats de webinaires. Et quand on s'est dit ensemble avec l'ACTA, qu'est-ce qu'on peut faire pendant la semaine de l'agriculture 2021 où on n'a pas le salon, où on fait souvent des séminaires techniques ensemble, le choix un peu osé de imaginons ensemble l'agriculture de 2035, je crois, était une très bonne idée. Et c'est ce qu'on a pu voir, comme tu le dis, Jean-Paul, pendant ces journées. Donc, merci aux chercheurs, aux ingénieurs d'INRAE, de l'ACTA, des instituts techniques pour leur participation, leur enthousiasme dans cette aventure. Les vidéos seront prochainement disponibles pour ceux qui auront raté tel ou tel de ces séminaires. Et c'est pour ça que je vais revenir pour leur donner envie. Peut-être je vais faire un peu de teasing a posteriori sur ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Donc un succès, plus de 100 participants lundi sur les paysages olfactifs pour la protection des cultures, un record mercredi avec le microbiome et près de 300 participants, et on l'a vu, plus de 100 participants aujourd'hui sur les relations homme-animal dans les élevages. Alors Anne-Claire Vial, la présidente de l'ACTA, l'avait dit en ouverture, il faut penser loin, regarder où sont les champs nouveaux de la recherche et de l'innovation pour accompagner notre secteur agricole.
Les thématiques qui ont été choisies dans les 3 webinaires, évidemment, elles ne sont pas exhaustives, hein, c'est un choix difficile à faire, mais elles illustrent bien la façon dont nos travaux, les instituts techniques, INRAE, investissent des fronts de sciences en rupture. On est à la fois bien les pieds dans les réalités de l'agriculture d'aujourd'hui, mais on pense ensemble et on essaye d'explorer ces fronts de sciences parce que c'est ceux qui demain vont impacter et transformer les conditions de production. Alors qu'est-ce qu'on peut essayer de retenir sans être trop long dans cette synthèse des 3 séquences? Est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé? Moi j'aurais le sentiment que oui. On a montré qu'il y avait, les chercheurs ont montré qu'il y avait des possibilités, des potentiels de connaissances et d'innovation de rupture parfois insoupçonnés. Lundi, c'était Nicolas Aveline de l'Institut français de la vigne et Philippe Lucas d'INRAE qui nous ont partagé les avancées sur la confusion sexuelle en viticulture, les connaissances autour de l'olfaction des insectes et nous ont montré notamment le potentiel des solutions basées sur les phéromones comme alternative aux pesticides. Voilà, on a pu voir, on le sait que c'est déjà utilisé en viticulture et en arboriculture pour perturber la reproduction des insectes nuisibles et ça fait une vraie alternative. La connaissance du fonctionnement de ces récepteurs olfactifs des insectes va nous permettre d'aller plus loin, d'imaginer des nouvelles solutions innovantes. Dans l'avenir, on pourra construire une forme de paysage, un paysage olfactif pour la protection des cultures, qui va nous permettre de raisonner le choix des espèces et des variétés, leur disposition dans l'espace, l'utilisation de substances émises par les insectes ou les plantes au regard de leurs effets sur l'attraction ou la répulsion des bioagresseurs. Ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est pas que du high-tech, il n'y a pas que des drones, même si on investit aussi là-dessus, il y a aussi cette capacité d'organiser la diversité des espèces et des variétés qui est, je trouve, assez passionnante. Mercredi, c'est Claude Momnet d'Arvalis et Christophe Mougel d'INRAE qui nous ont fait découvrir le microbiome des plantes, un univers qui est encore largement inconnu. On connaît bien maintenant, et nos chercheurs y ont contribué, le potentiel du microbiote intestinal sur la santé humaine. On connaît moins, mais c'est en train de changer, l'effet du microbiome des plantes. Mieux connaître les micro-organismes pathogènes qui sont responsables de certaines maladies des plantes et la façon aussi dont les plantes sont plus ou moins sensibles à ces micro-organismes nous permet de lutter contre ces maladies et d'avoir des réponses plus ciblées, plus efficaces. On étudie aussi, on l'a vu, les micro-organismes présents dans le sol, sur la plante, qui ont des effets positifs sur la tolérance, la résistance aux ravageurs, et tout ça, ça nous donne des nouvelles solutions agroécologiques. On envisage même de concevoir des microbiotes synthétiques qui soient favorables à la protection naturelle de la plante. Enfin, c'est bien l'ensemble plantes-micro-organismes qu'il s'agit de piloter. Et on voit qu'on est dans des interactions au sein de nos agroécosystèmes. Donc hier, la plante et les micro-organismes, auparavant les plantes, les insectes, aujourd'hui les hommes et les animaux dans le secteur de l'élevage. Et à nos pieds, Guidel et Xavier Boivin d'INRAE nous ont bien montré les progrès, je trouve, fantastiques de l'éthologie appliquée à l'étude des animaux d'élevage et des interactions entre l'homme et l'animal dans l'élevage. On sait que c'est un sujet central, ça a été bien montré de façon synthétique. C'est important pour la santé des animaux, pour la production, la qualité de la production, mais c'est évidemment central aussi pour la qualité et le bien-être des animaux. Il y a des attentes sociétales qui sont fortes et donc on voit qu'il y a des solutions. Et que c'est des solutions, et c'est ça qui est remarquable dans ces recherches, et qui, avec l'approche du One Welfare, tu l'as bien résumé Jean-Paul à la fin, finalement vont nous permettre de progresser sur les deux fronts. Le bien-être des éleveurs, la qualité de vie des éleveurs. Si on ne l'a pas, on n'arrivera pas à renouveler des générations. Et la qualité de vie et le bien-être des animaux. Alors, pour essayer de tirer au-delà de ces synthèses un peu rapides des avancées des 3 webinaires, quelques enseignements aussi, des enseignements plus transversaux. On le voit, ce n'est pas une surprise pour nos auditeurs, la grande complexité du vivant et la richesse des processus évolutifs au milieu desquels l'espèce humaine s'insère, parfois
elle pèse sur l'évolution de ces processus évolutifs. Elle essaye, nous essayons d'utiliser à bon escient les facteurs naturels dès lors qu'on les connaît mieux. Ça nous permet cette meilleure compréhension, connaissance de la complexité du vivant, des interactions entre les espèces animales, végétales, humaines, d'identifier des leviers d'action. Ça nous permet aussi de trouver des chemins pour lesquels l'action humaine finalement va limiter ses impacts non durables, des chemins pour la transition agroécologique. Ça nous donne des cadres pour agir, pour concevoir ces innovations en essayant d'être le plus près possible des utilisateurs, et donc on est de plus en plus dans des démarches de co-conception avec les partenaires. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la grande élégance des méthodes scientifiques utilisées, et y compris en n'étant pas que dans le technologie driven, mais aussi avec la prise en compte des enjeux de sciences sociales. On a vu la prise en compte de l'éthologie, les interactions biologiques, tout ça, c'est ça qu'il nous faut en fait, hein, pour construire une vision agroécologique du futur qui soit durable, qui soit aussi efficace, compétitive. Et c'est ce qui va nous permettre, je pense, d'aider l'agriculture française, l'agriculture européenne à répondre aux défis du Green Deal, qui ne sont pas évidents. C'est pourtant les attentes citoyennes, et je pense qu'on a pu le voir pendant ces 3 séquences, des choses intéressantes à partager avec les agriculteurs. Il me semble qu'on pourra renouveler cette expérience de ce type de séminaire. Il faudra qu'on en discute ensemble. Il y a bien d'autres sujets qu'on n'a pas abordés. Je pense aux sujets qui vont être abordés prochainement par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, autour du climat et de l'eau, sur lequel on a aussi beaucoup de partage d'informations à faire avec les instituts techniques et INRAE. La richesse des perspectives, elle montre combien finalement on a une bonne complémentarité. On doit s'améliorer, hein, c'est jamais parfait, mais entre la recherche fondamentale, la recherche finalisée, les acteurs. Les démarches expérimentales en laboratoire, dans des conditions contrôlées, elles sont indispensables, évidemment, pour l'acquisition des connaissances, mais elles sont aussi réductionnistes. Et donc, comme tu le disais Jean-Paul dans ta conclusion du second webinaire, ça ne doit pas non plus être des barrières. Il faut donc de plus en plus organiser des allers-retours entre les labos, les conditions réelles de production. Et les démarches qui sont fondées sur des approches multi-acteurs, des approches participatives, elles nous aident à faire ça, dans des conditions qui soient praticables pour les chercheurs et qui permettent aussi le retour d'expérience et la publication des résultats. Enfin, la question de la temporalité, elle était centrale dans la série de webinaires. Anne-Claire l'avait dit dès l'ouverture, hein, il faut à la fois se projeter dans l'avenir et développer des solutions pour le temps court. Il faut aller vite dans de nombreux domaines, mais il faut être aussi capable de prévoir du temps long pour des nouvelles pistes de recherche. Il ne faut pas qu'il y ait cette dictature du court terme. Il faut aller vite quand il y a des urgences. On essaie de le faire en ce moment ensemble pour trouver des alternatives aux néonicotinoïdes sur les viroses de la betterave. Et on va y arriver, je pense, dans un délai court. Mais c'est possible aussi parce qu'on a du temps long, parce qu'on avait aussi anticipé des travaux fondamentaux en virologie, et c'est vrai dans tous les secteurs. Voilà, donc je suis vraiment très, très content d'avoir pu conclure avec vous ces webinaires qui sont, je l'espère en tous les cas, porteurs d'espoir pour l'agriculture de demain, qui vont aussi avoir une implication sur l'enseignement. Et donc on est toujours à l'écoute des relations avec l'enseignement, la formation agricole, le conseil. Et donc la cellule innovation ACTA, INRAE, APCA, elle peut être aussi le lieu pour transférer ces acquisitions de connaissances dans tous les réseaux de conseil et de développement. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci encore une fois aux intervenants pour leur brio et très bonne continuation.